BFM Business, BFM Crypto, le club. BFM Crypto, comme tous les jours sur notre antenne à 16h30. Aujourd'hui en direct du salon Impact PME au Carreau du Temple à Paris. On va parler de l'actualité, on va parler des trading crypto avec Valentin Demey qui est en plateau avec moi. Bonjour, vous êtes journaliste chez Cryptost. Bonjour. Laurent Pignon nous rejoindra dans quelques instants, journaliste chez Zone Bourse. Et puis Vincent Gann qui est en ligne avec nous, analyste technique indépendant. Bonjour Vincent. Bonjour Stéphane, bonjour Valentin, bonjour à tous. On va commencer avec vous, Vincent. Le Bitcoin, cette nuit, est repassé sous les 30 000 $. Quels sont les niveaux et les seuils à surveiller? Oui, alors, il est repassé sous les 30 000 $. Il y est d'ailleurs encore un peu la brièvement, mais en fait, l'analyse technique, elle est parfaitement neutre sur le cours du Bitcoin depuis le 12 mai dernier. Alors, vous vous en souvenez certainement, ça a été cette ultime session de liquidation qui a vu le marché décrocher à 25 000 $. Et depuis 3 semaines maintenant, le marché est sans tendance, dans une phase de transition latérale, entre, j'arrondis, 29 000 $ et 32 000 $. Alors cette phase de transition latérale, elle interroge tous les analystes techniques, parce qu'elle peut être soit la formation d'une base, un peu comme à l'été dernier, avant un renversement haussier, ou tout simplement une phase court terme avant la poursuite de la phase corrective qui a commencé au mois de novembre dernier. Donc finalement, c'est un non-signal le fait là de basculer sous les 30 000 $. Le marché est toujours dans cette phase latérale. En fait, le débat dépasse largement le cadre du marché crypto, puisque l'on sait, et puis vous le répétez souvent sur votre antenne, la corrélation de ce cours du Bitcoin avec ce qu'on appelle les actifs risqués, alors concrètement pour les auditeurs, le marché action, et ce marché action, lui, est en rebond technique depuis 3 semaines. Donc ça, c'est une déception parce que le rebond technique du marché action ne permet qu'une stabilisation du marché crypto. Maintenant, pour en revenir à cette semaine, ce que les auditeurs doivent savoir, c'est que cette semaine, il y a 2 temps forts. Alors, une décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne, je dis très bien, mais surtout, vendredi aux États-Unis, les chiffres de l'inflation. Cette inflation qui a commencé un léger ralentissement aux États-Unis le mois dernier. Et donc, ce vendredi, c'est une nouvelle lecture mensuelle. Et en gros, je vous le donne directement, si l'inflation devait confirmer son ralentissement aux États-Unis, eh bien, sur les indices boursiers, c'est la poursuite du rebond technique. Et sur le marché crypto, à proprement parler, sur le cours du Bitcoin, cette phase latérale que j'ai décrite entre 29 500 $ et 32 000 $, elle serait alors la base pour un rebond technique. Et pour le moment, le marché n'a pas fait son choix. Il est toujours enfermé entre ces 2 bornes et n'en sort pas. Donc voilà, donc le fait d'avoir basculé sous les 30 000 $ n'a pas été un signal technique de reprise de la phase corrective. Le marché reste neutre. On peut peut-être dire un mot également de l'Ethereum, puisqu'on disait que le Bitcoin est repassé sous les 30 000 $. On a eu aussi un recul de l'Ethereum dans la nuit. Oui, il y a 2 choses à souligner pour l'Ether. Je vais parler là de la paire Ethereum-dollar. Première observation, effectivement, depuis 2-3 semaines, il y a une phase de sous-performance de l'Ethereum vis-à-vis du Bitcoin. Nous savons pourquoi, vous en parlez régulièrement sur votre antenne et puis vous allez probablement en parler davantage dans le club crypto du jour, le report dans le temps du basculement vers Ethereum 2.0. Donc ça, c'est ce qui explique le moins bon comportement relatif d'Ethereum dollar vis-à-vis de Bitcoin dollar. Maintenant, pour en venir au cadre technique court terme, la structure graphique, elle est identique à celle de Bitcoin dollar, à savoir une phase de transition latérale qui a démarré depuis le 12 mai dernier, qui a été l'ultime session de liquidation de position longue. Et depuis, Ethereum dollar évolue dans une phase latérale, je vais vous donner les bornes, entre les 1 700 $ et les 1 950 $. Et c'est la sortie de cet intervalle chartiste sur la base d'un cours de clôture journalier qui permettra de trancher entre soit première hypothèse, le rebond technique vers 2 160 $, et dans l'alternative, la seconde hypothèse, la cassure des 1 700 $ et la poursuite de la correction vers les 1 500 $ qui est l'ex-record historique. Donc en tout cas, le point commun entre Bitcoin dollar et Ethereum dollar, entre le cours du Bitcoin et le cours de l'Ether, c'est cette phase neutre à court terme, mais qui est largement dépendante de la corrélation positive avec les grands indices boursiers, notamment les grands indices boursiers américains. Et si je devais donner un niveau de prix pour les auditeurs, il s'agit de surveiller l'indice S&P 500,
qui est l'indice de référence de la finance américaine à Wall Street, tant que le S&P 500 tient le support des 4100 points, il subsiste un espoir important de développement d'un vrai rebond technique pour l'Ether et le cours du Bitcoin. Merci beaucoup Vincent Gann, analyste technique indépendant. On va maintenant passer en revue l'actualité des cryptos. Avec vous Valentin Demey, journaliste chez Cryptost. D'abord, le désaccord entre Elon Musk et Twitter. L'avenir des médias sociaux sera-t-il Web 3 ? Et c'est effectivement la grande question qu'on se pose actuellement, que ce soit dans la sphère crypto ou même ceux qui s'intéressent un petit peu aux réseaux sociaux, de savoir est-ce que la nouvelle tendance qui est en train de se créer aujourd'hui, qui est une tendance Web3, donc Web3 c'est dans les réseaux sociaux particulièrement le partage de tout ce qui est la valeur créée sur ces protocoles, mais aussi également la reprise du contrôle sur nos données personnelles, parce qu'on le sait bien dans les médias traditionnels, enfin en tout cas les médias sociaux traditionnels, c'est la revente des données qui sont à l'origine principalement des revenus de ces groupes-là. Donc la grande question c'est, est-ce que oui ou non, le rachat de Twitter, s'il est fait par Elon Musk, parce qu'il y a cette grande interrogation, va-t-il ou pas valider son offre à 44 milliards de dollars, sachant qu'il y a peut-être plus que 5% des comptes qui sont des fameux bots, donc des faux utilisateurs. Tant qu'il n'aura pas la validation que c'est comment ont été comptabilisés ces comptes et combien il y en a exactement, il ne validera pas ce rachat. Mais si c'est le cas, il veut impulser davantage les paiements en crypto-monnaie, faire d'une super app Twitter pour justement rémunérer davantage les créateurs. Mais comment pourrait-on imaginer cela, sachant qu'une partie de ces médias, encore une fois, Web 2.0, si on veut les appeler comme ça, trouvent leur revenu, une partie de la publicité ciblée, ce genre de choses. Donc il y a une vraie interrogation, sachant qu'en face de ça, il y a des médias 3.0, notamment des médias, des réseaux sociaux, comme Lens Protocol, qui sont déjà en train de se positionner et d'avoir énormément d'utilisateurs qui viennent vers ces nouveaux réseaux sociaux 3.0 décentralisés, donc qui rémunèrent totalement les créateurs de contenu avec des NFT ou ce genre de choses. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment ces deux mondes qui s'opposent. Le Web 2 où on revend les données et on perd ses données personnelles et on n'est pas rétribué, c'est-à-dire que rien ne nous appartient sur les médias comme Twitter, Facebook ou même Instagram. Et puis les médias réseaux sociaux 3.0 comme Lens Protocol, qui est porté par l'équipe de AAV, qui aujourd'hui comptabilise plusieurs dizaines de milliers de membres alors qu'ils viennent juste d'ouvrir et qui sont sur liste d'attente. On va parler de la SEC, le régulateur du marché américain, qui cible l'ICO BNB, je ne sais pas si on le prononce comme ça, de Binance pour des violations potentielles. Alors le lancement de Binance Coin, donc BNB, il y a 5 ans, a favorisé le plus grand échange cryptographique au monde. Aujourd'hui, il fait l'objet d'un nouveau regard de la part des régulateurs américains. Pour quelles raisons et quel est le risque ? En fait, ces interrogations ne sont pas nouvelles. C'est un peu les mêmes qu'on avait il y a quelques mois avec Ripple, avec son XRP. Alors effectivement, on prononce BNB, le BNB token, le Binance Coin de chez Binance, qui du coup, de la même manière, est un petit peu suspecté, ou en tout cas, une enquête est lancée par la SEC pour savoir est-ce que cet ICO, qui était donc à l'époque une ICO en 2017, donc Initial Coin Offering, le lancement des crypto-monnaies se faisait beaucoup comme ça à l'époque, est-ce que oui ou non, aujourd'hui ce token peut être assimilé à un titre financier et donc aurait dû être déposé à la SEC, exactement comme Ripple est accusé aujourd'hui. Donc on est au tout début de l'enquête, on ne sait pas exactement où est-ce que ça va aller, si cet ICO de 2017 va être un petit peu requalifié ou pas. En revanche, effectivement, Binance est dans les feux des projecteurs du régulateur. Et en parallèle de ça, il y a une enquête d'un média Reuters qui accuse aussi Binance d'avoir blanchi plus de 2 milliards de dollars, ce qui est une somme assez énorme entre 2017 et ces mois derniers. Là, encore une fois, Binance ne s'est pas encore totalement prononcée sur la première partie concernant la SEC. Sur la deuxième, elle réfute les accusations et trouve que cette enquête menée par Reuters n'est pas vraie et ne se base pas sur les bonnes données. En tout cas, effectivement, il y a ces deux choses qui tombent en même temps sur la plateforme leader de l'écosystème, puisque Binance reste encore aujourd'hui la première plateforme d'échange de crypto-monnaies. Et quel est le risque ? Le risque, c'est une requalification de cet ICO comme titre financier. Et alors, à ce moment-là, ça serait toute une machine, un compte à rebours qui serait fait sur Binance pour se mettre à niveau, peut-être. En tout cas, ça serait inédit qu'un ICO de cette ampleur-là soit requalifié. Et là, encore une fois, Ripple, la SEC, a accusé Ripple il y a presque un an de cela. Et l'affaire traîne toujours parce que c'est extrêmement compliqué de décider si cet ICO a servi à financer l'entreprise et à bénéficier des fruits de l'entreprise et donc peut-être à être qualifié. Et donc, il y
aurait fallu déposer un dossier. Bref, c'est toute une enquête à rebours qu'il va falloir mener pour la SEC. Et on est au tout début, donc je ne pense pas qu'on aura des réponses avant plusieurs mois, si ce n'est des années. Sujet un peu polémique, on va parler des escroqueries liées à la cryptographie. Plus de 46 000 personnes ont perdu plus d'1 milliard de dollars dans ces escroqueries. La perte individuelle médiane signalée est d'environ 2600 dollars. Mais le chiffre pour les victimes dans la soixantaine était près de 12 000 dollars. Ça veut dire quoi? Que les personnes âgées sont les principales victimes? En fait, je pense qu'au-delà de l'âge, ce qu'il faut retenir, c'est la crédulité d'une partie de l'écosystème. Ouais. Peut-être d'une partie de l'écosystème qui ne comprend pas forcément comment fonctionnent les crypto-monnaies. Et l'arnaque la plus connue, c'est Stéphane, envoyez-moi un Ether, je vous en renvoie 2 dans la seconde. Ouais. Effectivement, je ne vais pas le faire, je vais garder l'Ether que vous allez m'envoyer. Et à ce moment-là, je vais vous faire perdre un petit peu d'argent. Un Ether, ça vaut aujourd'hui autour de 2000 dollars. Donc c'est l'arnaque aujourd'hui qui a drainé le plus d'argent. Il y a aussi une autre arnaque qui consiste à pirater des comptes de personnes importantes. On se souvient, un créateur de contenu très connu dans l'écosystème YouTube, Michou, s'était fait pirater sa chaîne YouTube il y a quelques mois par un groupe un peu connu dans l'écosystème et qui avait fait de la fausse publicité avec Elon Musk, qui nous disait voilà, je suis Elon Musk, envoyez-moi votre argent, je vais vous le rendre en x2 aussi. Et Elon Musk nous disait absolument pas ça, bien évidemment. On essaye à ce moment-là de sous-titrer ou de parler par-dessus la voix d'Elon Musk en anglais plus fort en français pour faire croire qu'il dit ça alors que c'est pas du tout le cas. Ce qui peut être intéressant de regarder une fois qu'on connaît les principales vecteurs d'attaque, ça va être par quels moyens ils sont justement amenés à être piratés. C'est beaucoup par Facebook à 30%, Instagram à 25% et WhatsApp à 10%. Twitter aussi est important dans ces attaques-là, mais un petit peu moins parce qu'en théorie sur Twitter, c'est des gens qui sont déjà un peu plus, le profil des gens sur Twitter sont un peu plus déjà peut-être connectés à ce genre d'arnaque et donc attentifs. Mais en tout cas, effectivement, 12 000 dollars en moyenne pour les gens un peu plus âgés. Eh bien, peut-être les gens qui sont moins habitués aux médias sociaux peuvent plus facilement tomber dans ces arnaques. Donc c'est l'occasion de rappeler effectivement qu'il n'y a pas particulièrement de bonnes affaires à faire sur les réseaux sociaux. Ça ne sert à rien d'envoyer à des adresses farfelues des cryptos en espérant qu'elles soient multipliées par 2. Que le marché des crypto-monnaies est très jeune, qu'il performe déjà énormément et c'est peut-être ça qui fait que les gens tombent un petit peu dans ces arnaques-là en se disant bon, Bitcoin a déjà fait x5 ces derniers mois, donc ça serait logique peut-être qu'on multiplie par 2 mes cryptos. Faites attention à ça, effectivement, ne pas être plus crédule que de raison. Il n'y a pas de plus de bonnes affaires dans la vraie vie que dans les cryptos et les crypto-monnaies sont déjà un très fort potentiel de hausse, donc ça ne sert à rien de vouloir aller plus vite que le marché en lui-même. Et il faudrait peut-être comparer avec les escroqueries en général. Alors effectivement, la différence, c'est les personnes les plus âgées sont souvent les principales victimes et pas uniquement dans les cryptos. Exactement. La différence, c'est que quand vous avez une arnaque sur la carte bancaire ou ce genre de choses, eh bien, les réseaux de paiement peuvent être plus facilement arrêtés ou alors la banque doit souvent à l'obligation de rembourser les clients. Là, on est effectivement sur un modèle un peu différent. On le sait bien, la crypto-monnaie, on reste en possession totale de ses actifs. Donc il y a un risque plus grand parce qu'il y a une liberté qui est plus grande en face. Donc, alors oui, d'ailleurs, c'est ce qui est reproché dans le rapport de Reuters, ce qui accuse Binance d'avoir blanchi de l'argent. On peut, avec des solutions comme Chain Analysis ou ScoreChain, une entreprise française, repérer un petit peu les fonds, savoir vers où ils vont, comment ils vont par là et essayer de les rattraper le jour où il retourne sur une plateforme centralisée, parce que si je vous l'envoie sur votre adresse personnelle, votre Ledger par exemple, je ne pourrai jamais le récupérer. Par contre, le jour où vous le souhaitez le rebasculer sur Binance, Coinbase, CoinHouse ou autre, eh bien là, si l'adresse a été identifiée comme pirate, eh bien les fonds seront gelés et redistribués aux personnes qui se sont fait arnaquer. Donc c'est possible. La preuve étant l'accusation contre Binance de la part de ce média, Reuters, mais c'est plus compliqué que d'appeler son banquier et d'essayer soit d'être remboursé au bout de quelques mois parce que c'est une obligation légale ou d'arrêter la transaction si on peut encore le faire parce que les délais sont quand même un petit peu plus longs dans la crypto-monnaie. Ça va très vite dans la crypto. En 20 secondes, vous pouvez recevoir un paiement. Ouais, on va parler de la confiance dans les transactions justement, sujet connexe et on va en parler avec Laurent Pignon, journaliste chez Zone Bourse. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Comment est-ce que le Bitcoin et la blockchain ont fait évoluer la question de la confiance dans les transactions? Souvent, la blockchain est présentée comme la solution parfaite pour se passer du tiers de confiance dans le cadre des transactions. Est-ce qu'on peut réellement, Laurent, avoir une confiance aveugle dans le fonctionnement du Bitcoin en matière de sécurité des transactions? Alors, il est vrai, Stéphane, que la technologie de la blockchain et notamment Bitcoin se présente souvent
finalement comme une solution potentielle et très efficace pour lutter contre l'érosion de la confiance des individus envers des institutions et des intermédiaires souvent qualifiés, comme vous le disiez, de tiers de confiance. Mais prenons un petit peu de temps pour comprendre un petit peu cette confiance et ce qui fait le lien justement avec ce dont vous parliez avec Valentin sur les escroqueries. La confiance a bien évidemment plusieurs formes. On peut avoir confiance en un ami, en un professionnel de santé, donc envers des individus, mais on peut aussi avoir confiance envers un gouvernement ou un système monétaire. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que la confiance dans ce cadre n'exige pas nécessairement d'avoir une maîtrise et une compréhension complète de finalement tous les composants techniques qui constituent un système particulier, donc comme un système monétaire dans sa globalité. Et avant d'arriver au Bitcoin, prenons un exemple pour bien comprendre ce que je veux dire. Il n'est pas forcément nécessaire, par exemple, de comprendre le fonctionnement d'un avion pour être sûr que l'avion volera en toute sécurité et qu'il arrivera à destination. La confiance peut être obtenue avec des expériences antérieures ou avec des connaissances générales qui sont accumulées au fil du temps. Mais dans le cas d'un avion, nous avons la connaissance commune que très peu d'avions s'écrasent et que nous avons globalement confiance dans les ingénieurs qui ont conçu, testé et validé toutes les pièces de l'avion et aussi aux multitudes de réglementations de sécurité qui contraignent les compagnies aériennes. Mais comme nous l'avons vu, la confiance peut s'effriter. Et dans le cas de l'avion, comme nous avons vu les accidents mortels du Boeing 737 MAX en 2019, qui ont engendré, qui ont effrité cette confiance envers cette catégorie d'avions, aussi bien du côté passager que du personnel navigant. Donc nous pouvons considérer, avant d'arriver tout de suite au Bitcoin, que finalement cette nécessité de confiance réside où l'incertitude règne en quelque sorte. C'est-à-dire qu'une personne peut être défaillante par rapport à ses engagements, une autorité souveraine peut être plus faible que ce qu'on pensait, ou encore une société détentrice de données personnelles peut être piratée. Donc il y a forcément une certaine forme d'incertitude dans notre société, dans notre économie, envers des entités centralisées. Et donc on y arrive. Pourquoi Bitcoin réinvente en quelque sorte ce concept de confiance ? La blockchain Bitcoin tend, par le biais purement mathématique et algorithmique, à permettre aux individus de traiter entre eux. Donc, c'est donc tout simplement de se partager de la valeur en éliminant de quelque sorte le besoin de confiance. Donc, en fait, cette technologie, elle tend plus à maximiser le degré de confiance entre les individus, au point de ne plus se soucier du besoin de confiance dans le cadre de nos échanges. Donc en fait, dans le cadre de Bitcoin, si on s'intéresse de plus près aux caractéristiques techniques, toute personne qui comprend le protocole d'un point de vue purement mathématique peut être sûr et certain que le réseau va générer une quantité particulière de nouveaux Bitcoins, donc 6,25 unités actuellement, dans des conditions spécifiques. Donc à chaque fois qu'un mineur va trouver la solution, on en revient aux maths, la solution de hachage, la fonction mathématique, et à un rythme particulier. C'est toutes les 10 minutes qu'un bloc est inscrit sur la blockchain et rattaché au précédent. Et surtout, c'est ça qui est fondamental, sans avoir besoin de s'appuyer sur quelconque institution financière ou autorité centralisée. C'est là qu'est la différence. Et en plus, pour finir sur ce point, comme tout le monde peut détenir une copie de la blockchain depuis sa création, donc pour un peu plus de 400 gigas, les utilisateurs peuvent collectivement revoir et vérifier les transactions qui ont été exécutées sur le réseau, et donc depuis sa création, afin de s'assurer que finalement elles sont toutes conformes aux règles du protocole de Bitcoin. Laurent, vous parlez des mineurs de Bitcoin, individus qui possèdent du matériel permettant de valider les transactions. Est-ce qu'on peut avoir une confiance totale dans ces individus ? Et oui, effectivement, comme vous le dites Stéphane, étant donné que les nœuds sur le réseau Bitcoin, la blockchain Bitcoin, donc ce sont des ordinateurs qui sont connectés sur le réseau, sont en fin de compte contrôlés par des individus et peuvent donc par nature un individu être soudoyé ou corrompu. Il a fallu qu'il y ait des garanties supplémentaires qui soient introduites dans le système de Bitcoin afin de réduire le besoin de faire confiance à un individu, à un mineur individuel. Alors, l'algorithme de consensus de preuve de travail de Bitcoin, bien qu'il en existe d'autres, mais là on se concentre sur Bitcoin, est destiné à répartir la confiance entre une grande variété de mineurs, ce qui réduit forcément le risque d'opportunisme individuel en quelque sorte, puisque les transactions sont vérifiées par l'ensemble du réseau à travers un algorithme mathématique cryptographique et non pas par un seul mineur
qui ferait cette fois-ci guise d'autorité centrale. Et en plus, comme tous les ordinateurs, donc tous les nœuds connectés au réseau détiennent, comme je le disais, une copie de la blockchain, et c'est une condition pour miner, ils peuvent toujours vérifier que chaque transaction enregistrée est valide et légitime. Donc forcément, toute personne qui interagit avec la blockchain Bitcoin peut avoir un niveau très élevé de confiance qu'elle fonctionnera comme prévu, car chaque transaction est traçable et auditable par tout le monde à partir du moment où on a accès à Internet. C'est un peu la seule condition. D'où l'adjectif qui est largement répandu concernant Bitcoin, l'adjectif qui est dit d'infalsifiable concernant la blockchain. Et pour finir sur ce point, contrairement à une entité centralisée, si un nœud, donc un ordinateur sur le réseau venait à être défaillant, tout le système ne serait pas remis en cause. Car en fait, c'est l'ensemble des autres nœuds du réseau qui prendrait le relais dans ce cas. Puisque, comme je le disais, tout le monde a le même historique de données et se sert de la même base. Alors qu'aujourd'hui, lorsqu'une entité centralisée est piratée, comme une société privée, tout le système est paralysé pendant un certain temps jusqu'à ce que le problème soit résolu. Il nous reste peu de temps, Laurent, mais une question très simple. Est-ce qu'on peut dire qu'avec Bitcoin, la nécessité d'avoir confiance envers un individu ou un système, désormais est complètement écartée ? Alors finalement, on peut le dire, la confiance ne peut jamais être complètement à 100% éliminée. Elle est partiellement déplacée dans le cadre du Bitcoin aux développeurs et aux mineurs du réseau. Par conséquent, bien que le protocole Bitcoin puisse contribuer à accroître la confiance dans la manière dont les transactions sont traitées, un tel degré de confiance n'est possible finalement que dans la mesure où l'on peut faire confiance aux mineurs et aux principaux développeurs du réseau. La confiance est finalement remise entre les mains du réseau et de tous ses acteurs. Un réseau qui se veut, par rapport à des entités centralisées, bien évidemment, un réseau décentralisé, transparent et accessible à tous. Et pour l'heure, force est de constater que le réseau Bitcoin se révèle inviolable et sans faille depuis sa création. Et la constante augmentation du nombre de nœuds, donc de mineurs, favorise son degré de décentralisation au fil du temps, car de plus en plus de machines, vous l'aurez compris, vérifient les blocs afin qu'ils soient légitimes, ce qui optimise forcément son degré d'invulnérabilité face aux attaques et aux intentions de fraude, ce qui forcément contribue à avoir une confiance de plus en plus importante sur la blockchain Bitcoin. Et c'est d'un point de vue purement mathématique que la blockchain Bitcoin est transparente, plutôt que, en comparaison, une seule entité centralisée qui auront la plupart des cas des moyens opaques pour informer ses utilisateurs. Merci beaucoup Laurent Pignon, journaliste chez Zone Bourse, et merci à vous Valentin Demey, journaliste chez Cryptos. On se retrouve demain à nouveau à 16h30 pour parler crypto sur BFM Business. Il est 16h53.